Une de ce 20h, le Mali dispose désormais d'un nouveau code pénal et d'un nouveau code de procédure pénale. Ces deux textes majeurs ont été adoptés hier par le Conseil national de transition. À suivre les principales innovations avec Alouseni Touré. C'est parti pour la formation de la deuxième cohorte de l'école de la citoyenneté. L'initiative vise à faire des jeunes du Mali des citoyens modèles. Ils sont 200 jeunes, dont 89 filles, venues de tout le pays à prendre part à cette formation. À plus de 26 milliards 200 ou 641 millions de francs CFA, un appui au Mali de l'organisation internationale Gavi. L'enveloppe servira à renforcer le programme élargi de la vaccination dans le pays. Voilà pour le titre. Bonsoir à tous. En ouverture de ce journal, une série d'audiences à la primature. Hier, le chef du gouvernement a reçu une délégation spéciale ou la délégation spéciale du district de Bamako. Elle est venue partager avec le Premier ministre les résultats obtenus dans le domaine de l'assainissement et de la gouvernance. Dr Choguel Kokala Maïga s'est également entretenu avec l'association pour le développement du cercle de Bourem et l'association pour le développement de Tabakoro Extension Sud. Le point de toutes ces audiences, c'est avec Mamari Koné et Aliou Touré. C'est la délégation spéciale du district de Bamako qui ouvre le carnet d'audience du Premier ministre. C'est jeudi 31 octobre 2024. L'équipe mise en place en janvier 2024 est venue partager avec le Premier ministre les réalisations dans le domaine de l'assainissement et de la gouvernance sous le regard administratif du ministre des tutelles. Quelques mois après sa prise de service, la délégation spéciale a pu donner un nouveau visage à Bamako et améliorer la gouvernance financière de la collectivité. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous restons vraiment engagés et déterminés. Nous considérons comme une mission, comme un défi, comme le ministre d'État nous l'a dit, et nous ferons tout ce qui est en notre possible. Énergie, intellectuelle, détermination, pour ne pas décevoir et pour faire toujours plus et mieux. Le Premier ministre a félicité la délégation spéciale pour les résultats louables qui méritent d'être connus de tous les Maliens. Votre équipe va être retenue par l'histoire. Vous savez, la transition là, on travaille, mais en réalité, quand vous regardez, on travaille pour l'histoire. Donc quand j'ai vu ce chiffre-là, personnellement, j'ai félicité le ministre de l'administration, le ministre d'État, devant tous les ministres, pour le travail que ses collaborateurs ou les hommes sur lesquels et les femmes il a porté sa confiance sont en train de faire. Je suis sûr que beaucoup de Maliens vont être surpris de ce montant-là. Aller de 385 millions à 4 milliards 189 millions en quelques mois. Nettoyer la ville qui était sale. Tous les Maliens, quand ils vont entendre ça, je me suis dit que c'est un exemple pour que tout le monde vous regarde, que les autres mairies travaillent comme ça. Que toutes les délégations spéciales se disent, le ministre nous a placé sa confiance, nous aussi, il faut que nous fassions comme les gens de Bamako. Quelques instants après, une délégation de l'Association pour le développement du cercle de Bourem a été reçue par le chef du gouvernement. Elle est venue remercier les autorités de la transition pour les résultats encourageants et leur soumettre quelques doléances des populations du cercle de Bourem. Ces doléances ont pour nom conséquences des inondations, insécurité, arrêt des travaux du barrage de Taoussa, problème des réseaux téléphoniques et érection du Bourem en région. Les populations de Bourem, disais-je, m'ont chargé de vous dire que vous-même, votre gouvernement et toutes les autorités de la transition en général ont leur soutien, encouragements et bénédictions. Monsieur le Premier ministre, les populations de Bourem attendent de vous, de votre gouvernement et toutes les autorités de la transition, la prise en compte de toutes les personnes affectées par les inondations dans le cadre de la gestion globale de l'état de catastrophe décrété par votre gouvernement. Le renforcement des dispositifs sécuritaires à la hauteur de la menace qui prévaut dans la zone.
la relance des activités de l'autorité pour l'aménagement de Taoussa pour que soit le barrage. Dr Choguel Koukala Maïga a salué et encouragé l'association pour la démarche en faveur du cercle de Bourem. Le gouvernement fera de son mieux, dira-t-il. On a toujours dit que l'armée ne peut pas réussir sans le peuple. Aujourd'hui, toutes les informations qui sont au niveau des populations, il faut qu'on les donne aux chefs militaires pour qu'ils puissent prendre les décisions qu'il faut. Pour le reste, faites deux bons mémos. Un sur la situation des inondations et qu'est-ce que vous préconisez. L'autre sur les problèmes de sécurité. Je vais donner un au ministre de la Défense et l'autre au ministre de l'Action humanitaire et qui s'occupe des questions des inondations. Et on va voir ce qui peut être fait. L'Association pour le développement de Ndabakoro Extension Sud est venue exposer ses préoccupations au chef du gouvernement. Ses habitants installés sur des titres fonciers affectés à l'Office malien de l'habitat pour la construction des logements sociaux veulent obtenir des solutions aux difficultés qu'ils ont avec les équipes de l'OMH. Dans son intervention, Amadou Maïga, secrétaire général du ministère en charge de l'urbain, de l'habitat et des domaines, a déclaré que les sites sont déclarés d'utilité publique. C'est pourquoi cette occupation est illicite selon ses explications. En réponse, le Premier ministre dira que le gouvernement restera à l'écoute des citoyens. C'est pourquoi il a prévu un cadre d'échange entre le département en charge de l'urbanisme et les habitants de Ndabakoro Extension Sud. Les solutions trouvées devraient mettre en avant les lois de la République. Je vous l'annonçais dans les titres. Le Conseil national de transition adopte deux importants projets de loi. Il s'agit du Code pénal et du Code de procédure pénale. Il aura fallu 197 amendements avant de passer à l'adoption de ces deux textes majeurs. On en sait davantage avec Alou Zéni Touré. 10 projets de loi figuraient au rôle de cette plénière. C'est au bout d'un long processus ponctué notamment par la lecture de 197 amendements, de commentaires sur les projets de loi qui intervient l'adoption en début de soirée des deux projets de loi. Le projet de loi portant code pénal a été adopté par 129 voix, 1 contre, 0 abstention. Quant à celui portant code de procédure pénale, il a bénéficié de 131 voix, 0 contre, 1 abstention. L'adoption de ces deux textes concourt aujourd'hui à apporter des corrections, à pallier aux insuffisances et à faire un grand bond dans le futur parce que désormais, dans notre paysage juridictionnel, des infractions nouvelles sont prises en charge et bien entendu, les soucis majeurs des Maliens, surtout issus des recommandations des ANR, sont pris en charge parce que simplement par l'institution du juge de la liberté et de la détention, mais aussi et surtout d'un certain nombre de recommandations fortes qui font leur apparition, notamment les incriminations liées à la traite humaine, à l'esclavage et au recel et autres. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire grand merci parce que c'est une réforme extrêmement difficile, extrêmement sensible, mais une réforme qui arrive aujourd'hui à bout grâce au concours du ministère de la Justice, du Conseil national de transition. La loi relative au code pénal et celle portant code de procédure pénale en République du Mali sont porteuses de changements positifs en matière d'amélioration de notre système judiciaire, d'où le sentiment de satisfaction du garde des Sceaux. L'adoption de ce texte constitue vraiment une véritable révolution dans notre droit pénal et dans notre droit de procédure pénale. Parce que nous avons des innovations majeures qui vont transformer les visages de notre justice, qui vont permettre d'accélérer les procédures, qui vont permettre de faciliter l'accès à la justice, qui vont permettre de moderniser notre dispositif et de les rendre beaucoup plus efficaces. En termes d'innovation, pour ce qui est du code de procédure pénale, nous avons l'introduction du bracelet électronique qui va permettre de réduire les détentions, la suppression des cours d'assises qui va permettre d'assurer la régularité des jugements et des dossiers qui seront terminés. Nous avons aussi la responsabilité pénale des personnes morales, donc ce qui n'était possible qu'en matière de blanchiment des capitaux. Aujourd'hui, cela va être généralisé. Vous avez aussi des infractions comme les recels qu'on a pris en compte, et les blanchiments du produit de l'infraction, donc qui est aussi pris en compte en termes d'innovation. Et pour ce qui est du code pénal, en termes d'innovation, vous avez l'incrimination et la répression de la trahison
qui pour la première fois est définie et pour les sanctions on renvoie aux dispositions de la Constitution. Vous avez au-delà de cela l'introduction des dispositions du droit pénal des affaires concernant les textes de l'UEMOA, concernant aussi les textes de l'OHADA. Donc nous avons pu internaliser des dispositions répressives et prévoir des sanctions à ces différentes incriminations. Nous avons aussi permis de ramener dans le code pénal l'ensemble des textes qui avaient un caractère répressif dans les différents domaines, dans les différents secteurs de la vie. Donc cela va permettre de rendre les textes exploitables de manière beaucoup plus facile et ça va les rendre facilement exploitables. Donc nous avons aussi changé la numérotation, ce qui permet de rendre les textes beaucoup plus fluides, de pouvoir assurer les mises à jour de manière régulière sans changer la substance de ces textes. Les 8 autres projets de loi seront discutés ce vendredi et jour suivant, conformément à l'ordre du jour de cette session. Autre titre de l'actualité, lancement de la deuxième cohorte de l'école de la citoyenneté. Elle mobilise 200 jeunes, dont 89 filles, venus de tout le pays. Le but de cette école est de faire des jeunes du Mali des citoyens modèles. La formation qui se déroule au Palais des Pionniers est lancée par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Bemba Sibi Souleymane Diabaté. 200 jeunes venus de tout le Mali ont répondu à l'appel du Mali en prenant part à l'école de la citoyenneté. Ils constituent la deuxième cohorte de ce programme d'éducation citoyenne initié par le département en charge de la jeunesse et de la construction citoyenne. La passation de témoins entre la première et la deuxième cohorte marque le lancement de cette nouvelle session. L'école de la citoyenneté traduit en acte la volonté politique des autorités à faire des jeunes des citoyens modèles. Ce programme d'éducation civique a pour but d'inculquer et de développer chez nos jeunes l'esprit patriotique afin de les transformer en citoyens modèles, bâtisseurs et défenseurs de notre nation, toujours prêts à répondre à l'appel. L'éducation que nous proposons s'appuie sur des thématiques essentielles. Pendant 15 jours, ces jeunes vont s'immerger dans l'histoire et la géographie du Mali, apprendre les us et coutumes de notre pays, s'imprégner des valeurs de bonne conduite et de cohésion sociale. Le changement positif recherché va faciliter pour eux l'investissement humain, un investissement dont le Mali a plus que jamais besoin. Jeunes de la deuxième cohorte, considérez-vous comme des privilégiés choisis parmi notre jeunesse représentant plus de la moitié de la population malienne. Une population malienne qui octroie aux autorités de la transition, en premier lieu, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, le désir d'aller plus loin, plus vite et plus haut. Considérez-vous également comme des soldats en mission, chargés d'une part de transmettre aux jeunes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être sélectionnés les leçons apprises, et d'autre part de contribuer à l'atteinte des nobles objectifs de la transition. Ce programme, soutenu avec une détermination inébranlable par le président de la transition, chef de l'État, répond à un impératif national, celui de forger une génération de citoyens éclairés, responsables et engagés pour le Mali de demain. L'école de la citoyenneté est une chance pour cette couche qui constitue le fer de lance de la nation, car l'école de la citoyenneté outille les jeunes pour l'action en vue d'apporter un changement positif dans leur communauté et par ricochet le Mali tout entier. À noter que le lancement de cette deuxième cohorte de l'école de la citoyenneté se tient dans la foulée de la journée africaine de la jeunesse. Appui à la santé au Mali. L'organisation internationale Gavi met à la disposition du pays une nouvelle subvention de plus de 26,641 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Cette somme servira à renforcer le programme élargi de la vaccination au Mali. Sokonakami Soko. Bien-être des enfants au Mali en leur assurant des soins de santé. Le département de tutelle reçoit une nouvelle enveloppe de plus de 26 milliards de francs CFA. Un geste à l'actif de l'ONG Gavi qui se manifeste une fois de plus pour la cause des tout-petits. Le paquet de nouvelles subventions validé l'année dernière
inclut une subvention de renforcement du système de santé, accélération de l'équité pour aller vacciner davantage d'enfants dans des endroits isolés, de l'appui technique et un fonds innovation également. Et je voulais quand même citer aussi l'arrivée très prochaine de 2 vaccins très importants, l'introduction du vaccin contre le cancer du col utérin et probablement dans les prochains mois, l'introduction de vaccins contre le paludisme. La subvention ainsi accordée devra assurer la couverture pour une durée de 5 ans. La nouvelle subvention de renforcement du système de santé, RSS 3, est un mécanisme d'appui aux innovations et un plan d'assistance technique. Ainsi, au nom des plus hautes autorités du Mali et à mon nom propre, je voudrais remercier l'Alliance du vaccin pour cet appui combien important pour la santé et le bien-être des femmes, des enfants et de toute la famille. La remise du chèque géant étant effective, le démarrage des opérations ne saurait tarder. C'est là pour la prévention des maladies pouvant constituer des véritables obstacles à l'épanouissement des tout-petits. Fin des activités de l'édition 2024 de la Journée mondiale des villes, événement marqué par une journée porte ouverte et un débat autour du thème engagement des jeunes pour l'amélioration de la qualité de vie dans les villes par la sécurisation des espaces publics. Aliou Abdoulaye Touré. Ce 31 octobre marque simultanément la clôture des activités de la Journée mondiale de l'habitat et celle dédiée aux villes. Pour cette édition 2024, les acteurs urbains ont porté la réflexion sur 2 thématiques majeures. Premièrement, engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur et les jeunes à la tête de l'action climatique locale pour nos villes. Ces 2 sujets sont non seulement d'une importance capitale, mais sont aussi profondément interconnectés, car l'avenir de nos villes et la lutte contre le changement climatique sont des enjeux qui concernent la jeunesse plus que quiconque. Pour relever les défis du changement climatique, le ministre en charge de l'habitat estime que la contribution de la jeunesse peut aider à inverser la tendance. Les jeunes, grâce à leur connaissance des technologies numériques et leur capacité à innover, jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de solutions climatiques locales. Qu'il s'agisse de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables dans les quartiers, de développer des initiatives d'agriculture urbaine pour lutter contre la pénurie alimentaire ou de concevoir des systèmes de transport plus écologiques, les jeunes sont à la pointe de ces actions. Le ministre de l'Habitat n'a pas manqué de louer les actions remarquables menées par la délégation spéciale du district de Bamako depuis son installation. Bientôt, la levée de la suspension provisoire de l'arrêté interministériel relatif à l'exportation de certains produits oléagineux, j'y parviens. Un protocole d'accord est signé dans ce sens entre les unités industrielles locales et les interprofessions du qualité, du soja, de l'arachide et du sésame. La commande malienne passe en priorité, un acte patriotique fortement salué par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nyanya Alou Traoré Abdoul Salam Bambara. Président de chef de l'État, du Premier ministre, chef du gouvernement, et on a l'ensemble des membres du gouvernement, vous saluer et vous présenter nos sincères remerciements et notre profonde gratitude pour la signature de ces protocoles d'accord, de collaboration et de partage. Enfin, un accord entre les unités industrielles locales et les interprofessions locales. Les violons s'accordent désormais suite à l'arrêté interministériel portant provisoirement suspension de l'exportation des amandes de qualité, de l'arachide, du soja et du sésame. Je voudrais préciser, sans aucune ambiguïté, que le gouvernement n'a pas vocation à privilégier une profession par rapport à une autre profession. Le gouvernement n'a pas vocation à défendre les intérêts d'un acteur par rapport aux intérêts d'un autre acteur. Le gouvernement a le rôle et la responsabilité d'assurer le développement de l'ensemble des acteurs et notamment des acteurs des chaînes de valeur. C'est
Cette signature est un grand ouf de soulagement pour toutes les parties prenantes. Si une conviction nourrit le processus de Mali-Croix aujourd'hui, c'est bien la mutualisation des efforts de tous les Maliens. À travers cette cérémonie, nous voyons la concrétisation réelle de la volonté politique. L'approche de M. le ministre, une approche de développement endogène. Nous appelons aussi l'État à travers les ministères du commerce et de l'industrie à pouvoir jouer un arbitrage donc pour que les intérêts des uns et des autres soient préservés. Nous nous engageons à respecter pleinement ce protocole-là qui va nous permettre de maîtriser déjà les coûts au niveau de l'approvisionnement, garantir des produits de qualité, des huiles de qualité supérieure à celles qu'on trouve sur le marché ici. Malichi également s'engage en ce qui concerne le karité à acheter vraiment toutes les quantités d'amandes de karité qui nous seront présentées au niveau de l'usine dans la mesure de notre capacité de production. Ces ambitions de développement endogène affichées par les autorités passent nécessairement par l'industrialisation, ajoutera le ministre Diallo. Désormais dans notre pays, il faudra que les différents acteurs des chaînes de valeur apprennent à travailler ensemble, dans l'intérêt supérieur des filières, mais aussi dans l'intérêt du pays. C'est en cela que nous allons assurer la pérennité de la production. Le protocole d'accord ainsi signé établit entre autres des prix de référence et quantités convenues pour chaque matière première, des modalités de livraison et de paiement à convenir entre les parties et un encadrement de la commercialisation. L'objectif final visé est d'assurer l'accessibilité de l'huile alimentaire aux populations maliennes. Le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration rappelle à l'ensemble de la population et notamment aux abonnés aux services de téléphonie et d'Internet que l'identification des cartes SIM, communément appelées puces, qui donne accès au réseau de télécommunications ouvert au public est obligatoire au Mali. À cet égard, les abonnés possédant plus de 3 cartes SIM ou support de connexion auprès d'un même opérateur sont invités à se rapprocher de leur opérateur pour choisir les 3 cartes SIM ou support de connexion qu'ils souhaitent conserver. Les abonnés qui ne se sont pas encore fait identifier par leur NINA sont incessamment invités à y procéder auprès de leur opérateur. À défaut de réaction des abonnés au plus tard le 15 décembre 2024, les numéros non identifiés par le NINA passeront en mode de réception simple avant la désactivation totale de la carte SIM, puis sa suspension qui va entraîner la résiliation de l'abonnement. Le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration informe les usagers que la procédure auprès des opérateurs et des fournisseurs d'accès Internet est totalement gratuite. Également dans l'actualité, le lancement ce jeudi de l'application dénommée NECA KEC. C'est une solution digitale qui vise à réduire les coûts opérationnels. Le produit est lancé en présence des ministres en charge du commerce et de l'économie numérique. Bemba Sibi pour le reportage. KEC Djigiseme se rapproche davantage de sa clientèle avec le lancement de l'application digitale NECA KEC. Ce changement stratégique marque la volonté des responsables de l'institution de microfinance de s'adapter à l'évolution numérique. Dans le cadre de la transformation numérique, les méthodes de développement, de déploiement, d'intégration et de gestion des systèmes d'information, ainsi que l'utilisation d'applications mobiles compatibles avec une multitude d'appareils différents, exigent des systèmes financiers décentralisés que nous sommes, l'adoption de solutions efficaces pour réussir la transition digitale. Il est désormais possible d'offrir des services plus poussés pour une accessibilité plus forte, tout en permettant aux membres une plus grande autonomie grâce à des processus simplifiés, automatisés, favorisant leur relation avec la caisse. L'objectif est de réduire les coûts opérationnels grâce à l'autonomisation des processus et la dépendance aux infrastructures physiques. L'opérationnalisation d'une telle application digitale permettra, à plus d'un titre, de développer des produits et services à nos organisations laborieuses
et de toutes les localités où sont installés des points de service. L'une des missions, des priorités, les plus hautes autorités de notre pays, c'est de digitaliser notre administration. Au-delà de la digitalisation de l'administration, il s'agit de digitaliser tous les process, aussi bien au niveau du public que du privé. Neka KSC permet à ses utilisateurs d'épargner, de disposer de nanocrédits, d'effectuer des transferts d'argent et de consulter son compte. Neka KSC va surtout renforcer la politique d'inclusion financière de l'institution de microfinance. La création d'un fonds pour la préservation de la biodiversité qui sera logé au secrétariat de la conservation de la Convention sur la diversité biologique, c'est l'une des principales recommandations de la session ministérielle de haut niveau de la COP16 qui a pris fin mercredi à Cali, en Colombie, selon le ministre en charge de l'environnement. Il y a une grande mobilisation autour de la mise en œuvre de la Convention sur la biodiversité et ces deux protocoles d'ici à 2030. Mamadou Samake est au micro de nos envoyés spéciaux, Siaka Konaté et Tayeb Adjaouiakoué. Nous avons deux protocoles. Le protocole de Cartagena sur la biosécurité. Donc ce protocole porte sur en fait les manipulations génétiques liées à la biosécurité. Comment protéger l'humanité contre les risques de manipulation biotechnologique et les risques liés à la biosécurité. Il y a un deuxième protocole, après le protocole de Nagoya, qui porte sur le partage des ressources issues de la biodiversité. Le protocole de Nagoya, son objectif c'est de corriger ces insuffisances-là. Parmi les grandes orientations, en tout cas, qui ont été évoquées par tout le monde et qui font consensus aujourd'hui, c'est vraiment la mobilisation autour du cadre mondial de Comé-Montréal, ce que nous appelons le cadre mondial de Comé-Montréal, qui a fixé comme objectif de réduire la perte de la biodiversité d'ici l'an 2030. Maintenant, comment y parvenir? C'est l'heure de divergence par rapport aux moyens, en tout cas, pour y arriver. Aujourd'hui, nous avons un fonds qu'on appelle le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, qui abrite un guichet dédié à la biodiversité. Il est reconnu que les montants au niveau de ce guichet-là sont insuffisants pour financer la biodiversité, mais les procédures du FEM sont très complexes et très longues aussi, ce qui fait que les pays en voie de développement n'en profitent pas. Donc nous avons demandé la création pure et simple d'un fonds pour la préservation de la biodiversité qui sera logé au niveau de la Convention pour la biodiversité. Il y a aussi la mise en place d'un fonds fiduciaire et pour corriger un peu les insuffisances aussi au niveau du financement de la biodiversité. De la Colombie, cap sur la Chine avec un musée africain dans une université chinoise. Une première dans l'histoire de l'Empire du Milieu. Le dit musée situé dans la province de Xishan ouvre ses portes aux journalistes africains. À sa tête, un Malien du nom de Yoro Diallo. Dans ce musée, 500 objets ethnographiques, instruments de musique et tableaux d'art sont exposés. Immersion dans le premier musée africain en Chine sous la conduite de notre envoyé spécial en Chine, Bourama Traoré. Avec ses 7 millions d'habitants, Xinhua, capitale de Xinjiang, abrite un patrimoine culturel. À la découverte de ce temple du passé, un groupe de journalistes africains en formation en Chine. Le musée africain de l'université normande de Xinjiang est perçu comme une contribution au redressement de la vérité historique. Soyez les bienvenus. Sous la conduite du directeur du musée, le Malien Yoro Diallo, c'est la découverte de l'Afrique en miniature, à commencer par la section d'objets ethnographiques, notamment des masques et des statuettes, des objets dont les plus anciens remontent à la création du musée en 2010. Là, il y a deux parties, sinon trois parties. Cette grande partie qui ressemble à quoi? À un gorille. Et là, it look like, il ressemble à un singe. Un chef doit aussi être capable de voir très loin et de près, de savoir se taire quand il est nécessaire, et aussi de savoir parler quand il est nécessaire et de savoir ne rien voir quand il est nécessaire. Ça s'appelle le conseiller du roi, le conseiller du chef. Dans ce musée, la section textile et instruments de musique séduit aussi les visiteurs, à l'image de ces tissus made in Mali. Many bad things. Sur les pas du professeur Yoro Diallo, on admire également une collection de tableaux d'art,
un espace de découverte d'une page sur l'histoire des relations sino-africaines. La Chine a construit 80 stades en Afrique, 100 ports et des projets agricoles au niveau de 500, les communications, network de 150 000 km, 150 hôpitaux et 10 000 km de rails et 170 écoles et 100 000 km de routes en Afrique. Au total, 500 pièces sont exposées ici. Elles sont pour la plupart des dons des diplomates et autres acteurs. Ces objets témoignent de l'histoire et de l'identité d'un continent culturellement riche et varié. Entre la Chine et l'Afrique, les relations économiques sont excellentes, les relations politiques sont excellentes. Mais en termes de culture, nous avons besoin de plus en plus d'échanges pour nous connaître, mieux connaître les uns et les autres. Et c'est l'objectif de ce musée. Dans la salle de conférence de l'établissement, les échanges se poursuivent entre les responsables de l'Institut et les journalistes. Je ne m'attends pas à ce qu'on puisse découvrir des choses pareilles ici, les choses qui relatent de la tradition, de la culture africaine. Ce musée suscite beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt chez le public chinois parce que beaucoup parmi eux ne connaissent pas très bien l'Afrique. Et effectivement, ce musée constitue une aubaine, constitue une opportunité à ce public, aux étudiants chinois, de découvrir les merveilles africaines. Our area. Voilà. Au terme de ce voyage dans le passé au présent, les visiteurs semblent partager une conviction, à savoir l'Afrique se doit de s'ouvrir davantage au monde pour mieux se vendre et se faire respecter. Le commissaire à la sécurité alimentaire à Gao pour assister les victimes des inondations dans la région. Le gouvernement et ses partenaires mettent à leur disposition plus de 3000 tonnes de vivres, des kits alimentaires et des kits pastoraux. Les détails avec Aliou Idrissa Maïga. Cette visite du ministre commissaire à la sécurité alimentaire dans la cité des Askia s'inscrit dans le cadre du programme national de réponse d'urgence aux sinistrés des inondations dans la région de Gao. Sur place, Redouane Ag Mohamed Ali a remis aux autorités régionales plus de 3000 tonnes de vivres au bénéfice des sinistrés. Le président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, nous a instruit de nous rendre partout où c'est nécessaire pour apporter l'aide de l'État aux populations sinistrées. Dans le cadre de cette mission, nous sommes venus ici superviser les opérations de distribution de kits alimentaires, de coupons alimentaires du programme alimentaire mondial, mais aussi suivre les distributions du commissariat à la sécurité alimentaire qui sont déroulées récemment et qui sont encore en cours dans certaines communes de la région. Merci encore pour l'appui alimentaire que vous apportez à ces populations-là. Vraiment, c'est des populations diminuées, vraiment qui ont besoin et vous les avez assistés. En plus du geste du gouvernement, le PAM et la FAO ont aussi remis des coupons et kits alimentaires et des kits pastoraux aux victimes des inondations avec une assistance nutritionnelle au profit des enfants de 6 à 23 mois et des femmes enceintes et allaitantes. Nous sommes venus à Gao aux côtés du gouvernement du Mali pour également, dans un premier temps surtout, apporter notre solidarité et notre compassion aux populations qui ont été affectées par les inondations qu'on a connues au cours des derniers mois. La FAO aujourd'hui, avec les autres partenaires, nous faisons une synergie pour en tout cas aider les populations à l'immédiat, mais en même temps sachant qu'ils sont rurales et leur donner des moyens qui leur permettent encore de continuer. On dira qu'on a eu une crise d'inondation, mais grâce aux décrues, nous espérons quand même récupérer la campagne agricole en leur donnant les moyens et les outils de travail. Selon le commissaire à la sécurité alimentaire, l'État et ses partenaires vont continuer à apporter de l'aide aux sinistrés. Les actions continuent. Le PAM assiste ici 4000 ménages dans la région de Gao. Pour nous aussi, nous sommes en train d'élaborer notre plan national de réponse pour 2025, mais parallèlement à ça, nous avons des stocks disposés un peu partout. À Gao, les services techniques de l'État et les partenaires sont tous mobilisés pour une bonne gestion de la situation des victimes des inondations. La Banque internationale pour le Mali offre des kits sanitaires aux personnes atteintes d'albinisme. Une action humanitaire qui s'inscrit dans le cadre des activités de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Daouda Koné. Ils sont une centaine de personnes atteintes d'albinisme à recevoir des kits sanitaires composés de savon sur glace, crème de protection solaire, crème ultra
hydratantes, crème contre les brûlures et poudre corporelle. Cette donation est une œuvre de la Banque internationale pour le Mali BIM SA à travers son équipe de responsabilité sociale et environnementale RSE. Nos frères et sœurs atteints d'albinisme, nous voudrons vous dire, vous n'êtes pas seuls. La BIM est à vos côtés. Continuez à vous battre, à croire en vos rêves et à inspirer les autres par votre courage. Votre générosité est inestimable et nous aidera à accomplir nos missions et continuer dans l'atteinte de nos objectifs et un grand soulagement pour les personnes atteintes d'albinisme et leurs parents. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La philosophie qui sous-tend ce mois est de poser des actes véritables en termes de solidarité, de durabilité et de pérennité pour faire reculer les frontières de la misère, de la maladie, de la pauvreté et surtout de l'indifférence. Et c'est cette activité qui témoigne vraiment cette situation. La Banque internationale pour le Mali BIM SA a eu aussi à offrir des kits scolaires aux enfants démunis de la ville de Kangaba pour soutenir l'éducation à l'orée de la rentrée. Solidarité toujours, cette fois-ci avec le ministre en charge des sports qui est allé au chevet de deux anciens athlètes. Il s'agit de Modi Camara, athlète de lancer de disque, et Yacouba Bagayoko, athlète en haltérophilie. Les détails, c'est avec Abdelkarim Kaba. La reconnaissance du mérite afin d'inspirer la nouvelle génération, tel est le sens de cet élan de solidarité. En effet, dans le cadre de la 4e semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dédiée à la jeunesse et à l'emploi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, magnifie les anciennes gloires du sport malien. Il était important pour nous, premièrement, de venir les voir et de les remercier au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, mais aussi de leur dire que le président a demandé aujourd'hui et que tous ceux qui se sont battus pour le Mali dans le passé, de le reconnaître. Modi Camara, dit Modi Bamba Camara en athlétisme, lancer de disques, et Yacouba Bagayoko en haltérophilie sont les lauréats du jour. Logé dans un magasin du stade Modibo Keïta, depuis sa blessure en 2003, l'athlète malien a été relogé par le ministre Fomba. Vraiment, je suis comblé de joie. Les mots me manquent, Vraiment, je les bénis et fais mes bénédictions. Que Dieu leur donne longue vie, que Dieu fasse que ce pays devienne un pays de paix. Les Jeux de la francophonie, les Jeux africains et les Jeux paralympiques n'ont pas de secret pour Modi Bamba Camara. Yacouba Bagayoko, handicapé moteur, est connu à travers ses performances dans les différents championnats d'Afrique en haltérophilie. Et puis, l'émotion est grande. Les récipiendaires ne tarissent pas de bénédictions pour les autorités de la transition. La surprise du ministre Fomba est saluée à sa juste valeur. Ça va me soulager beaucoup. Et la blessure que j'ai là, ça va me soulager beaucoup. Aujourd'hui, nous voulons vendre quelque chose que le président est en train de prôner et que nous sommes en train également de soutenir derrière. C'est ce qu'on appelle le rêve malien. Le rêve malien, c'est aujourd'hui de reconnaître qu'il faut faire des efforts, il faut se battre. Des fois dans les moments difficiles, des fois les moments vont aller beaucoup mieux, mais quoi qu'il en soit, il faut faire de son mieux pour faire briller la patrie. Bouclons ce chapitre Solidarité à Dioïla où le chef de l'exécutif régional respecte lui aussi la tradition en rendant visite aux deux personnes les plus âgées de la ville. Les détails avec Daniel Fomba. Sitan Diallo, 114 ans, Madou Balo, 101 ans, sont les deux vieilles personnes qui ont eu la visite du gouverneur de Douala dans le cadre du mois de la solidarité et de l'exclusion sociale ce mardi 29 octobre 2024. Chacune de ces vieilles personnes a reçu du gouverneur de Douala plusieurs cadeaux et une enveloppe symbolique. Nous faisons cette activité au nom des hautes autorités du pays qui ont voulu que ce mois soit consacré au mois de la solidarité.
nous sommes rendus compte que, en tout cas, toutes les familles que nous avons visitées, les personnes visitées ont été satisfaites et des bénédictions ont été faites à l'endroit, en tout cas, de toutes les autorités du pays, à l'endroit du pays même. Et nous sommes satisfaits parce que nous avons constaté que ça allait droit dans les cœurs de toutes ces personnes âgées. Et je pense qu'elles méritent ça. Et nous devrons continuer cette activité parce que ça participe au renforcement de la cohésion sociale, en tout cas dans notre pays. Le parrain régional de la 29e édition, Eladji Issa Coulibaly, a pour sa part formulé ses vœux de bonheur et de réussite pour la transition. Journée de réflexion sur les concepts humains et communs, une initiative de la présidente de la délégation spéciale de la mairie de la commune 2, promotrice du centre Amadou Ampateba. On en sait davantage avec Ibrahim Kaoukonati et Adama Kamara. Promouvoir et valoriser le contenu local tout en mettant en avant toutes les ressources propres de notre pays, tel est l'objectif de cette rencontre qui s'articule autour des humains et communs. Nous avons le Mali en commun. Nous avons énormément de ressources en commun. Et ces ressources peuvent nous permettre de sortir de pas mal d'impasses. Il s'agit aussi de savoir et de savoir-faire. Il s'agit de biens, de produits. Et que si aujourd'hui nous voulons gagner le pari de la souveraineté économique, politique, culturelle, militaire, il faut qu'on regarde davantage dans ce que nous produisons, ce que nous consommons. Ne pas produire seulement pour l'extérieur. La souveraineté effective passe nécessairement par le concept consommé malien. Le Mali, comme de nombreux pays de la région, est confronté à des défis comme l'accès limité à l'énergie, la dégradation des ressources naturelles, le chômage massif des jeunes. Pourtant, ces défis peuvent être transformés en opportunités. Les objectifs escomptés de la journée de réflexion, les humains et les communs, concordent parfaitement avec les priorités de nos plus hautes autorités, soucieuses de compter sur nos valeurs de culture et de société pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. 2 panels sur les enjeux sociaux et économiques, la créativité, la révolution du projet, du rejet, de la domination, doivent permettre aux participants de cerner les contours de la problématique. Femmes, enfants et conflits, thème de la traditionnelle conférence annuelle organisée par l'ambassade d'Afrique du Sud au Mali en collaboration avec l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou. Des panels sont animés par des experts de la question en vue de trouver des solutions pérennes à la problématique. Bokari Coulibaly et Adama Traoré pour le reportage. Les femmes et les enfants sont ceux qui payent les lourds tributs lors des conflits armés, une problématique au centre de la présente conférence débat. Le cadre d'échange entend éveiller les consciences sur l'impact des conflits sur cette couche. C'est là en vue d'une synergie d'action pour la prévention des conflits. Elle a demandé à ce qu'il y ait vraiment la solidarité africaine, aussi la promotion des droits des femmes et des enfants partout au monde. Elle a surtout martelé sur la paix qui est le garant de tout développement. Sont débattus au cours de cette session des sous-thèmes comme l'impact des conflits armés et les enfants au Mali, conflits, médiation et processus de paix au Mali, ainsi que l'impact des conflits sur les femmes et les enfants en Afrique. La thématique centrale de la présente conférence est un thème crucial et très pertinent pour l'ensemble des pays du Sahel, victimes d'une guerre imposée, affectant une couche sociale fragile composée de femmes et d'enfants. Les objectifs que vous visez au cours de vos échanges aboutiront à des résultats attendus qui seront d'une grande utilité pour les responsables en charge de ces questions dans les pays du Sahel en conflit. Ce cadre initié par l'ambassade de la République d'Afrique du Sud en collaboration avec l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou
a également servi pour rappeler quelques fruits de la collaboration entre le Mali et l'Afrique du Sud. On peut citer la construction d'un édifice par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki pour la conservation des manuscrits anciens, la formation des techniciens de l'Institut national des arts en conservation et restauration des manuscrits anciens, entre autres. L'Institut malien de recherche et action pour la paix présente le bilan du projet Vestibule de la paix. Les différentes réalisations du projet dans ce reportage est signé Sokona Kamisoko. Peut-on réussir la paix et la réconciliation sans l'implication des communautés à la base? Difficile. Le projet Vestibule de la paix vient de démontrer à travers ses actions sur le terrain le rôle combien important des communautés dans la résolution des conflits. À la rencontre des hommes de médias ce mardi, IMRAP, structure en charge de l'exécution du projet, a échangé avec les hommes de médias sur les réalisations du projet. Nous sommes arrivés à la conclusion que la recherche-action participative qui met les populations au cœur de tous les processus que nous avons conduits a démontré que les populations sont disposées à aller vers des actions de réconciliation et surtout à s'investir dans la recherche de solutions endogènes propres à elles-mêmes pour pouvoir régler certains différends. Les préoccupations des confrères ont notamment porté sur les stratégies de mise en œuvre du projet et les difficultés rencontrées. Pour le processus entamé à Kaï, Kita et Nyoro, je m'empresse de vous dire que le processus s'est arrêté à mi-chemin parce que nous n'avons fait que la collecte des reçus de vie individuels et procéder à leur analyse. Vu que toute chose a une fin, le projet ayant pris fin de façon définitive, donc nous nous sommes limités à cela, mais la recherche de financement continue. Financé à hauteur d'1 milliard de francs CFA par Humanity United pour une durée de 4 ans, le projet Vestibule de la paix intervient dans les régions de Mopti, Djéné, Kita, Kaï, Nyoro du Sahel, le cercle de Kangaba et le district de Bamako. L'Académie d'enseignement de la commune rurale de Kalabankoro reçoit 1000 tables bancs, un don des autorités municipales à quelques jours de la rentrée scolaire. Nous retrouvons Sokona Kamesoko. Fini le manque de tables bancs dans certains établissements scolaires de Kalabankoro. Un ouf de soulagement pour les élèves, le corps enseignant et l'administration scolaire grâce à l'octroi de ces 1000 tables bancs. Le don participe à la volonté des autorités municipales de contribuer à améliorer les conditions d'études des élèves. Coût total, près de 40 millions de francs CFA. Quand nous arrivions ici, on était à 145 millions de recettes annuelles que nous avons portées aujourd'hui à plus d'1,5 milliard. Nous en avons construit 45 salles de classe. Cette année, nous avons dit rien ne sert de faire des salles de classe sans les équiper en table-banc. C'est ce qui nous a motivés à faire aujourd'hui ces 1000 tables-bancs que nous mettons à la disposition de nos deux caps, le cap de Kalabankoro et le cap de Sirakoro-Meguetano. Ce don intervient à un moment où le besoin se fait plus que jamais sentir, en ce sens que de nombreux tables-bancs sont utilisés à d'autres fins dans certains établissements. Les sinistrés qui étaient dans les classes, donc la plupart, ils ont même utilisé les bois des bancs en cuisine. Donc voilà, on a des pertes de bancs. Nous sommes en train de constater que l'argent public est en train d'être utilisé à bon escient. Nous avons fait beaucoup de visites, nous avons vu des sentiers qui sont en train de pousser et ces tables bancs aussi vont permettre à ce que les vides soient comblés. Le sous-préfet a saisi l'occasion pour demander à l'Académie une utilisation judicieuse et équitable des équipements avant d'inviter la population de Kalabankoro à s'acquitter régulièrement des taxes et des impôts sans lesquels le développement de la commune sera très difficile. Le consortium dénommé Chilitz organise une session de plaidoyer des filles et jeunes femmes en faveur de l'application effective de la loi 052 au Mali. On en sait davantage avec Abibatou Dit Koyanjakite.
Aucune institution de la République n'atteint les 30% de femmes selon les données statistiques du rapport genre du ministère de l'économie et des finances et de l'annuaire statistique 2022 sur la promotion du genre du CENDIF, Centre national de documentation et d'information sur la femme et l'enfant. Chilide, elle mène ou elle dirige, veut que la donne change. Dans le volet de l'émergence du leadership féminin, les filles et les jeunes femmes du programme Chilide se sont imposées grâce à leur leadership et leur volonté de se faire entendre à travers des postes dans les conseils locaux, communaux de jeunes et en intégrant des comités de gestion au niveau local. Des acquis assurant l'engagement de ce consortium pour la représentativité et la participation effective des filles et jeunes femmes dans les processus décisionnels. Ayant recensé précédemment les obstacles auxquels se heurte l'application de la loi 052 au Mali, Chilide a initié cette session de plaidoyer en faveur de son application correcte dans les instances. Nous avons proposé la vulgarisation de la loi. Nous avons proposé le plaidoyer lobbying. Les femmes même doivent faire ce plaidoyer-là et lobbying auprès des plus hautes autorités pour que cette loi soit mise en œuvre. Le consortium Chilide, composé de Femnet, Plan Mali, OAGF et Terre des Hommes, salue avec déférence le gouvernement du Mali et l'invite à s'investir résolument à surmonter les obstacles liés à l'application effective de la loi afin de hisser le Mali au rang de pays émergent et démocratique. Les copies de cette note de plaidoyer seront envoyées aux départements concernés, comme pour leur dire que c'est ensemble que nous y arriverons. Dans la zone de défense numéro 6, en fin de formation des stagiaires en BA1 et BA2, les récipiendaires sont désormais aptes à assurer le rôle d'un chef de section et de sous-officier adjoint de combat d'infanterie sur le théâtre des opérations. Omar Maïga. Au total, 9 stagiaires, dont 5 du BA1 et 4 du BA2, avec un personnel féminin à suivre durant 3 mois un programme de formation bien adapté à la situation sécuritaire difficile qui vit notre pays. Vous avez en face de vous des chefs de section de grande potentialité, pétris de sens de responsabilité, aptes à commander en toutes circonstances et en tout lieu une section pour accomplir sans doute avec succès toutes les missions opérationnelles organiques. L'objectif de cette formation est de transmettre aux récipiendaires les aptitudes d'un chef de section et de sous-officiers adjoints de combat d'infanterie. Ils sont actuellement aguerris physiquement et moralement pour affronter les difficultés liées à leur statut de militaire, particulièrement celui du théâtre des opérations. Les programmes d'instruction de cette formation classique ont été exécutés à 100% grâce à nos autorités hiérarchiques. Ils nous ont mis dans toutes les conditions nécessaires pour atteindre cet objectif. Pour le commandant de la région militaire numéro 6, le colonel Pascal Berthet, cette formation s'inscrit dans la dynamique opérationnelle de la montée en puissance des femmes. Chers stagiaires, m'adressant à vous, de futurs chefs de section et sous-officiers adjoints au sein d'une unité de combat, vous serez appelés désormais à servir avec plus de professionnalisme et d'abnégation à accomplir avec succès les missions qui vous seront confiées. Tâchez d'être à la hauteur de ces défis. Le grade consacre l'aptitude à exercer une fonction déterminée, confère une appellation des prérogatives et comporte des obligations. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique d'attestation aux 3 premiers des brevets 1 et 2 suivis d'un défilé militaire. À Ségou, Assemblée générale extraordinaire du collectif national des organisations professionnelles de la filière poisson du Mali. Les précisions avec Jacqueline Dako. Ils sont plus de 60 personnes venues de 11 régions à prendre part à cette Assemblée générale extraordinaire. Le but de cette rencontre entre acteurs de la filière poisson est de faire un bilan sur l'état de la pêche, une occasion jugée nécessaire selon les organisateurs vu la crue de cette année. Une situation reluisante pour les pêcheurs qui va booster les rendements de cette année. Des cailles à Gao, on peut avoir plus de 500 000 tonnes. Seulement la statistique manque un peu. Et nous allons parler de ça. Nous les pêcheurs, on donne exactement ce qu'on gagne. C'est pour au moins relancer la pêche au Mali. Que les autorités politiques sachent qu'ils sont en train de travailler. 133 000 tonnes de poissons ont été enregistrées par le collectif l'année dernière. Avec la crue de cette année, 300 000 tonnes sont attendues dans les filets des pêcheurs. La région de Ségou regorge d'énormes potentialités en matière de pêche et de pisciculture à travers un important réseau d'eau qui traverse toute la région et les différents points d'eau.
Cette rencontre a été mise à profit pour renouveler partiellement le bureau du collectif qui compte désormais 43 membres dirigés par Mamadou Diarra. 312 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un kit agricole remis par Sénéyiroa aux agriculteurs des régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala. De Bougouni, le point avec Jafar Haïdara. Feed the Future Mali, Sénéyiroa œuvre pour l'autonomisation des coopératives agricoles dans 46 communes réparties entre les régions de Sikasso, Koutiala et Bougouni. Grâce à cette activité, les producteurs de denrées alimentaires bénéficient d'outils de technologie et de pratiques agricoles améliorées. C'est ce qui justifie cette remise de matériel agricole aux producteurs. Nous assistons ce matin à la remise des équipements agricoles du cycle 2 du CIF. Nous avons des équipements de production pour les premières 11 producteurs coopératives qui ont eu à bénéficier l'année passée et aussi de 27 nouvelles coopératives dont 20 et nous avons 19 à Bougouni et 1 à Yamfourila. L'année dernière, Sénéyiroa a offert une bâtisse à notre coopérative. Cela trouvait qu'on se débrouillait. Après avoir reçu des bonnes directives données par Sénéyiroa, nous avons fait un meilleur rendement de la campagne agricole. Ces matériels sont composés des motoculteurs, des batteuses, des semoirs, bref, toute une chaîne de valeur de production agricole complète pour une valeur de plus de 312 millions de francs CFA. Aux représentants des organisations non gouvernementales, nous tenons à un partenariat gagnant-gagnant à travers des projets bien élaborés, documentés en rapport avec nos services techniques. En effet, tout investissement annoncé doit être profitable à nos laboureuses populations. Et donc sur le terrain, les réalisations doivent être perceptibles et jugées profitables aux bénéficiaires. Notons que l'USAID Mali, Fruit du futur Sénéyiroa Sud, est un projet de 5 ans financé par le peuple américain. Cette actualité nous conduit ce soir au Burkina Faso avec ce 1er novembre qui célèbre le 64e anniversaire de la création des forces armées nationales. Occasion pour le ministre burkinabé de la Défense de réaffirmer l'engagement des forces armées nationales, forces de sécurité intérieure et volontaires pour la défense de la patrie, pour la poursuite de la reconquête du territoire. Le point de la cérémonie avec Nyakite Da de la RTB. 1er novembre, jour anniversaire des forces armées nationales du Burkina. Et à leur côté ces jours, les autres forces, les attachés de défense militaire des pays amis du Burkina, les responsables d'institutions, les autorités gouvernementales, bref, toute la nation est là pour magnifier ce jour symbolique mais riche en histoire pour l'armée burkinabé. Une armée guerrière, redoutable et professionnelle, dit le ministre en charge de la défense du haut de cette tribune. L'armée burkinabé sait toujours relever les défis, surmonter les obstacles, épreuve après épreuve, depuis sa création, il y a aujourd'hui 64 ans. Nous revenons notre détermination, notre lien fusionnel et notre fidélité à notre chère patrie. Nous réaffirmons notre engagement à parachever le combat que nos élites dévanciers ont enclenché pour la libération totale de notre territoire national. C'est pourquoi, avec nos frères d'armes du Mali et du Niger, nous faisons des développements blocs sous l'égide de nos chefs d'État pour débarrasser notre espace confédéral du terrorisme mercenaire, prédateur, asservissant et surtout aux antipodes des droits de l'homme. Pour y arriver, la cohésion et l'unité de toutes les forces combattantes est la lettre d'or. 2025 sera décisif et aucun troubleur ne sera épargné. Ce serment renouvelé des forces armées nationales à la nation interdit toute idée, toute attitude ou tout comportement de trahison. Le désarroi et les lamentations ne doivent pas saper le mental des unités combattantes, insiste le ministre de la Défense. Le général de brigade Kassoum Koulibaly appelle à magnifier plutôt la bravoure et le dévouement des soldats avant de féliciter les autres acteurs de la vie nationale qui font corps avec leur armée et répondent à l'appel du chef suprême des armées en contribuant significativement au fonds de soutien patriotique. La cérémonie de prise d'armes est également une occasion pour saluer le mérite des hommes et femmes dans l'exercice de leurs fonctions. À cet effet, 39 personnes ont reçu des décorations.
Attention aux fausses informations, démêler le vrai du faux, une émission à ne pas manquer ce soir sur nos antennes. Suivons plutôt ensemble un extrait de ce programme réalisé en partenariat avec la DIRPA. Le début du mois d'octobre a été marqué sur les réseaux sociaux par les attaques terroristes contre les camps de Tombouctou et de Ber. Beaucoup d'images sont apparues sur les réseaux sociaux pour alimenter la propagande terroriste. Selon les communiqués officiels de la DIRPA, les attaques ont été vigoureusement repoussées par les FAMA. Dans ce genre de situation, il ne faut vous fier qu'aux communiqués officiels de la DIRPA et des autorités. Ces images sont donc du fake. Fake compte. Un faux compte, aussi appelé fake compte, est un profil créé sur un réseau social avec de fausses informations. Cette identité numérique furtive peut servir à diverses fins malveillantes. Notre ministre de la Communication, M. Alhamdou Ag-Ilien, a fait les frais. En effet, un faux compte X a été créé à son nom afin de faire passer de faux messages. Il s'agissait d'un faux compte, donc du fake. Disparition d'un drone de l'armée malienne. Cette image a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, prétendant que les FAMA ont perdu un de leurs drones, récupéré par les terroristes. Les FAMA n'ont perdu aucun drone en opération, donc cette image est fausse, c'est donc du fake. Démêler le vrai du faux, à ne pas manquer donc ce soir dans nos programmes. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à